Bienvenue dans le podcast Nymph Evolution, l'émission pour les pêcheurs à la mouche qui ont envie de progresser. Dans ce premier numéro, on va revenir aux bases de la pêche à la mouche, voire même aux bases de la pêche, à savoir comment capturer un poisson. Vous savez bien que c'est une émission réservée aux moucheurs, donc toute cette discussion sera étudiée uniquement à travers le prisme de la pêche à la mouche, voire même surtout de la pêche en nymphe, car je vois toujours aussi peu de poissons gobés en 2020 dans les rivières françaises. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, on est à la mi-avril et une sécheresse, encore une, s'annonce déjà. Donc désolé, mais ça va être encore mal parti pour les gobages en 2020. C'est pas grave, il reste plein de poissons à prendre en nymphe. Revenons au sujet. Si vous me posez la question, comment prendre un poisson en pêchant en nymphe, je vous dirais que ça se passe en deux actes. L'acte de stratégie et l'acte de capture. C'est vraiment la base de ce podcast, donc je le répète, écoutez bien. Prendre un poisson en nymphe égale acte de stratégie plus acte de capture. L'acte de stratégie, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour faire mordre le poisson. Tout le reste, c'est l'acte de capture. Simplement amener le poisson à l'épuisette, en gros treuiller votre truite ou votre ombre jusqu'à votre épuisette pour, pourquoi pas, le relâcher. Alors le format du podcast de pêche à la mouche qui est assez inédit, ça laisse le temps de faire des digressions. Donc ouvrons ici une parenthèse sur cette notion d'acte de stratégie et d'acte de capture. Selon ma propre interprétation, et je peux me tromper, il n'y a pas de problème, la pêche en nymphe est pour moi une des formes de pêche les plus abouties que l'humain a développées, parce que c'est une pêche qui demande beaucoup de compétences avec très peu de technologie. Là, on arrive en 2020 et la pêche en nymphe reste toujours assez primitive, vintage, quoi. On est toujours sur des héritages des époques des années 50, 60. La preuve, je fabrique tous les jours des nymphes de Pheasant-tail qui ont quasiment pas bougé, sauf Tungsten en plus depuis 40 ans. Alors, si la pêche en nymphe, elle était facile, une majorité de gens pêcheraient en nymphe. C'est pas le cas. Alors, loin de moi l'idée de critiquer les autres formes de pêche, parce que vous savez qu'entre moucheurs, on prend vite la pastèque, faut dire ce qui est. Le moucheur est assez prétentieux, on va pas se mentir, on essaye de travailler dessus, mais c'est quand même un fait établi. Mais bon, force est d'avouer que, une fois de plus, la pêche en nymphe est une des pêches les moins pratiquées au monde, parce que c'est une des pêches les plus difficiles. Alors j'entame pas de débat sur le sujet parce que c'est un constat qui parle de lui-même, mais c'est un fait que je dois énoncer pour ce podcast. Et je vais ouvrir encore plus loin ma parenthèse. Donc écoutez bien ça. Si on revenait à l'époque où capturer un poisson, ça se faisait sur le simple concept de le piéger dans un filet. Ok, disons flashback au Moyen Âge, sur par exemple la rivière Dordogne, une rivière qui est bien connue de tout le monde. Voilà, on se doute qu'à l'époque, la Dordogne et ses affluents, ça devait être rempli de truites. Voilà, les seigneurs envoyaient des pêcheurs pêcher truites, barbeaux, chevennes, pour les ramener à la table. Mais est-ce que même à cette époque, il suffisait de lancer bêtement un filet dans l'eau à Argentat ou à Beaulieu pour prendre du poisson? Malgré un concept simple, primitif, piéger les poissons dans un filet, eh bien, il fallait quand même toute une stratégie pour capturer un maximum de poissons. Parce qu'il y avait quand même un espèce de but de rendement, comme vous, quand vous allez à la pêche sur le Tarn, sur la Sorgue, sur la Loue, sur l'Ain, sur l'Albarine, sur le Chapeau Roux, sur l'Allier. Voilà, honnêtement, vous voulez pas prendre un poisson, il faut se le dire, vous voulez en prendre un maximum. Donc le concept elle-même, à l'époque, déjà, il devait maximiser la prise de poissons sur des concepts simples.
Alors, on est tous des pêcheurs et on se doute bien qu'à l'époque, de manière empirique, ils avaient observé leur environnement pour en déduire une stratégie. Par exemple, le plus plausible, c'est que le seigneur d'Argenta, pour avoir des poissons à sa table, devait avoir des pêcheurs qui se rendaient vers le mois de novembre sur un affluent de la Dordogne, comme par exemple la Maronne, pour y capturer facilement et en plus grand nombre les truites concentrées dans un espace plus petit pendant la reproduction. Il y a de grandes chances que c'est ça qui se passait. Voilà, je ferme la parenthèse pour juste vous annoncer qu'il peut y avoir des méthodes qui ont des concepts simples, mais qui ont besoin de stratégie. Notez ça dans un coin et on continue le podcast. C'était une parenthèse qui a permis de prendre du recul sur le sujet. D'ailleurs, si vous suivez tout ce que je fais, gardez ça comme une règle générale pour évoluer de la pêche en nymphe. Prenez du recul. Il faut très souvent passer ce que j'appelle du microscope au télescope. C'est-à-dire que vous devez être capable d'analyser des quelques millimètres de la nymphe utilisée et de dézoomer jusqu'à l'échelle des centaines de mètres d'une rivière pêchée. Tout ça pour vous ouvrir l'esprit et pas rester bloqué tête dans le guidon sur des trucs théoriques qui servent à rien. Il faut vraiment que vous ayez une vue très ouverte sur tout ce qui rentre en compte dans la pêche en nymphe. Alors revenons à notre sujet. Et donc si la pêche en nymphe est selon moi la forme de pêche la plus complexe du moment, on pourrait penser que la pêche au filet ou au harpon, comme je viens de vous parler, est la forme la plus simple de pêche. Mais vous voyez bien où je veux en venir. La forme d'une discipline peut être simple, mais elle peut demander une stratégie très aboutie. Par toutes ces petites digressions, ce que je veux, c'est vous emmener gentiment vers le cœur de mon sujet, et tout va s'éclairer plus tard, faites-moi confiance. Alors revenons au cœur de la discussion. Euh, je préviens tout de suite pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que c'est la première fois que je fais un podcast et vous êtes peut-être dans la découverte de Nymph Evolution. Je propose uniquement mon interprétation personnelle de la pêche en nymphe, donc certains propos peuvent heurter la sensibilité de moucheurs puristes, notamment de la pêche en sèche, parce que moi je me vois en 2020, dans une époque où on pêche quasiment plus qu'en nymphe, en France du moins, parce qu'il n'y a plus de gobage. Voilà, ceux qui me suivent connaissent mon point de vue, et ils savent aussi que je rêve qu'il y ait des centaines de pêcheurs à la mouche comme moi qui exposent leur point de vue. Voilà, et ce serait intéressant qu'il y ait des gens qui fassent des vidéos ou des podcasts sur comment ils pêchent en sèche en 2020. Voilà. Moi, je rêve d'un monde comme ça, où chaque nympheur ou moucheur présente ses méthodes, voilà, son savoir-faire, comment on pêche à l'espagnol, comment on pêche à la tchèque, comment on pêche dans le sud de la France, comment on pêche dans l'est, dans l'ouest. Ça, ce serait constructif. Donc, à vous de chercher sur Internet des gens qui partagent comme ça aussi leur savoir-faire. C'est très intéressant. Alors, il y a un autre point important, c'est que la pêche en nymphe, pour moi, est tout aussi respectable que la pêche en sèche. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, continuez pas à écouter ce podcast parce que vous allez perdre votre temps. Ça va énormément parler de pêche en nymphe. Donc soyez ouverts d'esprit. Alors on continue sans plus tarder par énoncer des vérités qui font très mal. Vous le savez avec moi, c'est beaucoup de vérités, ça va vous faire très très mal, mais vous en sortirez grandi parce que vous serez ouvert d'esprit et vous prendrez plus de poissons au final. Alors, en 2020, la plupart des pêcheurs à la mouche ne prennent en compte que cet acte de capture dont je vous ai parlé. Donc ils fantasment l'acte de capture, mettent une grosse truite à l'épuisette, et ils délaissent totalement l'acte de stratégie, car ça demande beaucoup de réflexion. Bah oui, on veut aller au bord de l'eau, comme dans les films, et au milieu coule une rivière. Je patauge 2 fois, je fouette une belle mouche sèche, puis je prends 10 truites en 5 minutes, quoi. C'est une époque qui a existé, malheureusement, c'est plus comme ça. Toute cette imagerie, elle vient du fait que l'idée reçue depuis des années, c'est que pêche à la mouche égale pêche en sèche, alors que là, on arrive à un moment charnière en 2020, le monde a changé, et les gars, je suis désolé, vous verrez, quasiment tous les moucheurs en France pêchent en nymphe en 2020,
Et d'autant plus en France, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est vraiment, on est les rois de la pêche en nymphe chez nous. On a matraqué les poissons depuis des années dans des eaux très claires. Faut pas s'étonner qu'ils mangent sous l'eau. Voilà, donc renseignez-vous, hein, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais la plupart de vos copains pêchent en nymphe toute la journée. Bon, il y en a qui ont du mal à l'avouer, mais ça, moi, c'est une réalité que je veux partager avec vous. Discutons-en à la limite. Mais pour moi, c'est la réalité dans laquelle je vis. Alors justement, c'est intéressant, une fois de plus, de comparer pêche en sèche et pêche en nymphe. Lorsqu'on pêche en sèche, l'acte de capture est très proche de l'acte des stratégies, puisque le gobage est visible. Donc vous obtenez beaucoup d'indices sur la stratégie à mettre en place. En général, une bonne imitation, une bonne dérive, un bon lancer en pêche en sèche, qui est, je le rappelle, la plus belle des pêches, sont suffisants. Voilà, ça c'est intuitivement des réflexes qu'on a développés avec la pêche en sèche. C'est vrai que c'est pas compliqué en soi, c'est simple, hein. Vous emmenez un enfant au bord de l'eau, sur un lisse, il y a des mouches couleur olive qui dérivent, il voit un poisson à 10 mètres de lui qui gobe. Il y a de grandes chances que ce soit une mouche sèche coloris olive qui marche, sauf s'il est sur des émergentes ou des exuvies, voilà, cas à part. A l'inverse, ce qui est très intéressant lorsqu'on pêche en nymphe, c'est que les indices donnés par la rivière sont beaucoup plus difficiles à lire. Et moi, je pense vraiment que c'est toute l'erreur que les pêcheurs en sèche font quand ils passent à la pêche en nymphe. Ils se gaufrent là-dedans constamment. Je vais pêcher en nymphe comme je vais pêcher en sèche, alors que l'approche est totalement différente. Et c'est pour cette raison que les débutants ils se cassent les dents quand ils débutent la pêche en nymphe. Ils n'arrivent pas à lire les indices qui leur permettent de mettre en place une stratégie. Il n'y a pas de gobage, on ne voit pas de mouches. C'est quand même, c'est vrai, assez hermétique, assez opaque l'approche de la pêche en nymphe. Et je vais même aller plus loin, hein, je vais vous faire encore un excès d'honnêteté, mais j'ai beaucoup de bons pêcheurs en sèche qui m'appellent pour se confesser qu'ils n'arrivent pas à prendre un poisson en nymphe, alors que quand ça gobe, c'est les rois de la piste, quoi. C'est normal, il y a 20 ans ça gobait, maintenant quand ça gobe, ils n'ont pas oublié les mecs, ils savent prendre des poissons en sèche. Par contre, quand il n'y a pas de gobage, là c'est pas la même. Et ça, c'est super, il y a un gros changement de mentalité parce que c'est des personnes qui commencent à se rendre compte que le monde a changé autour d'eux. Alors je sais, ça fait très mal. Et les écosystèmes de leur rivière des années 80 sont plus du tout celui des années 2020, quoi. Année après année, les gobages ont un peu baissé. Bon, il y a un an qui passe, je prends un peu moins de poissons. Voilà, encore une année, une petite sécheresse, une petite pollution. Et puis un beau jour, des gens qui pêchaient en sèche, en routine dans les années 80, ils se réveillent là en 2010-2020, ils se disent mais attends, c'est complètement foutu quoi, il n'y a plus un poisson qui gobe. Mais c'est insidieux, hein, moi ça fait 20 ans que je le vois, c'est une année après une année, puis des fois il y a une année de sursis, ça revient, un ou deux gobages, il y a une éclosion, une sécheresse. Non, mais au bout du compte, quand vous faites sur vos sorties de pêche, vous vous dites ouais, ça gobe quand même plus beaucoup, quoi. Et en général, la plupart des moucheurs, ils tombent dans le piège de voir un de leurs collègues pêcher en nymphe, et plus souvent en infophile, parce que c'est la méthode la plus répandue. Et puis ils jugent ça comme facile, parce que ça paraît simple vu de l'extérieur. Et je comprends totalement qu'on peut être confit de certitude, après 20 ans à pêcher en sèche, quand même, on va pas vous la faire. Vous avez pêché sur la Dordogne en sèche, sur la Sorgue, vous êtes en Bavière, aux USA, quand même, la sèche, ça vous connaît, quoi. On va pas vous la faire à l'envers. C'est pas, si vous vous mettez à pêcher en nymphe, vous avez 20 ans de sèche dans les pattes, ça va marcher, quoi. Eh ben non, c'est ça le grand drame. Et maintenant, vous vous souvenez de mon histoire de pêche au filet au Moyen Âge dans une Dordogne qui est remplie de truites. C'est la même chose pour la pêche en nymphe. Quand on pêche en sèche depuis 20 ans, on s'installe dans une confiance en soi et on oublie que pêche en nymphe et pêche en sèche sont en fait deux méthodes très différentes parce qu'elles sont les deux sous la bannière de la pêche à la mouche. Alors, peut-être que je dis totalement des conneries, hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais
moi je pense que c'est une vérité réelle, voilà. Je monte des nymphes tous les jours, j'en vis. Je peux vous dire que je vois plein de moucheurs qui sont passés de la pêche en sèche à la pêche en nymphe et qui continuent à prendre du poisson. Voilà. Il faut juste être capable de s'avouer la réalité et passer à autre chose. Plus important, c'est de s'avouer que le monde a changé et qu'il reste plein de poissons dans nos rivières françaises, mais qui mangent sous l'eau parce que les gobages se font de plus en plus rares. Alors, vous regarderez dans mes articles sur le blog, il y a des articles où je vous dis à l'inverse, il reste plein de pays sur Terre où ça gobe. Voilà, vous pouvez aller en Suède sur la Kaitum, en Autriche sur la rivière Garlos, aux USA, au Colorado. Si vous voulez pêcher en sèche, allez-y, il n'y a pas de problème, hein. Il reste plein d'endroits sur Terre où ça gobe, où on peut pêcher en sèche. Pour moi, en France, de tout ce que j'ai pêché en France, ça ne gobe quasiment plus. Voilà, je précise ça quand même parce que vous allez me prendre pour un ayatollah de la pêche en nymphe, mais non, je m'adapte aux conditions, aux problèmes franco-français, quoi. On ne peut plus pêcher tous les jours en pêche en sèche en France. Voilà, et on passe à autre chose. Et c'est quand même dommage parce que c'est ça qui explique aussi la diminution des pêcheurs à la mouche en France. Bah, l'investissement, il est devenu trop dur pour prendre un poisson. Il faut réapprendre à pêcher en infophile. Voilà, il faut comprendre le poids de ces nymphes au bord de l'eau. Et puis, c'est des gens qui ont connu des années fantastiques avec des gobages partout. Il y a de quoi être dégoûté, hein. Moi, j'ai connu la fin de cette époque dans les années 2000. Bah, c'était fantastique, quoi. Je me souviens d'aller pêcher en automne sur la Moselle, chez moi, dans les Vosges. J'avais 20 ombres qui me gobaient autour de moi dans les pieds, quoi. Et ça s'est pété la gueule petit à petit. Bah, on est passé à autre chose, pêche en nymphe, et c'est fantastique, il reste plein de poissons, malgré que ce soit triste pour nos rivières. Mais je peux complètement me mettre à la place d'un mec qui a cartonné pendant des années en pêche en sèche, et il voit qu'il n'y a plus un gobage, et il y a de quoi être dégoûté, hein. Moi, je connais des personnes, clairement, qui pêchent même plus en France, qui partent pêcher en sèche à l'étranger, c'est simple. Ils font 2 voyages par an, Mongolie, Autriche. Ils sortent pas une nymphe, ils font du poisson partout en sèche. C'est une approche. Par contre, moi, je pense aux pêcheurs français qui veulent encore prendre plein de poissons en France en pêchant en nymphe. C'est pour ça que la mission que je me donne, c'est de faire passer les moucheurs de la pêche en sèche à la pêche en nymphe. Et ça concerne très peu de monde, hein. C'est vraiment en 2020, ce seront des personnes qui ont envie de progresser, d'une certaine logique, de remise en question. Alors, je vous donne un bon point. Si vous écoutez encore le podcast maintenant, c'est sûrement que vous avez envie d'évoluer dans la pêche en nymphe. Et je vous en félicite, on va bien s'entendre. Et je ne veux pas non plus m'adresser à tous les publics. C'est aussi pour ça que je fais un format de podcast qui est très contre-intuitif. La plupart des gens lambda vont se dire ce mec il est complètement con, il nous explique la pêche à la mouche à travers un podcast. Bah c'est très bien parce que ça écrème, ça fait fuir les pêcheurs qui veulent pas plus réfléchir que ça et c'est pas plus mal. Comme ça au moins je parle à un public averti et moi ça me fait plaisir. Il y a un autre point très important qu'il faut aborder, c'est le fait que la pratique de la pêche en sèche demande des compétences pour le lancer que la pêche en nymphe ne demande pas. Pour prendre un poisson en sèche, on le sait, pour les débutants, c'est assez complexe. Il faut maîtriser ce fameux lancer qui est assez technique. Voilà, il faut comprendre euh, comment une soie elle est chargée, comment charger la canne, comment bien étendre la soie, comment bien étendre de bas de ligne. On le sait, c'est quand même assez technique. Par contre, une fois passé l'écueil du lancer en pêche en sèche, s'il y a des gobages, que vous avez l'imitation et que la dérive est bonne, l'affaire elle est dans le sac, hein. C'est pas non plus euh, technique à un point impossible, quoi. Donc les pêcheurs en sèche qui débutent dans la pêche en nymphe, ils concentrent leur esprit sur le lancer et ils mettent totalement de côté tous les autres paramètres. En fait, ils recopient la stratégie qu'ils ont fait pour la sèche à leur début pour pêcher en nymphe. Et c'est une grave erreur. Alors, je vais caricaturer pour vous donner un exemple. Allez, il y a une éclosion de mouches de mai, coloris jaune de crème en surface. Bah tiens, je vais pêcher en nymphe avec une nymphe coloris jaune crème pour pêcher les courants. Ok, bon constat. La couleur, elle est peut-être bonne,
Mais est-ce qu'il n'y a pas une foule d'autres paramètres à prendre en compte pour pêcher en nymphe? Et qui a dit que la nymphe de mai doit être lourde, légère? Bah, l'endroit où se tient le poisson dans l'eau. Donc du coup, si vous devez pêcher avec une nymphe de mai un peu plus lourde, bah, vous allez plus pouvoir la fouetter comme une mouche sèche. Donc va falloir la pêcher en infophile. Vous avez compris où je veux en venir. On voudrait tous rêver de pêcher en nymphe, en fouettant comme en sèche, parce qu'on adore tous fouetter. Mais en 2020, c'est plus possible. La plupart du temps, vous allez pêcher en infophile. Dites-vous bien ça tout de suite. Alors revenons à mon sujet, qui est celui de la prise d'un poisson qui se décompose en deux actes. Je reviens sur l'acte de stratégie, tout ce que vous avez mis en place pour prendre ce poisson, et l'acte de capture. Du moment où l'hameçon est piqué dans la bouche du poisson jusqu'à l'épuisette. On fait une autre pause, vous fermez les yeux et on fait un flashback de 40 ans en arrière pour que je vous explique quelque chose d'important. Entre les années 80 et les années 2020, en fait, il y a eu une inversion radicale de ces deux actes qui constituent la prise d'un poisson. Dans les années 80, il y avait des gobages tous les jours sur des rivières peu polluées, moins de pêcheurs, des poissons en stock abondant et puis donc moins de pression de pêche. Bon, en gros, c'était le paradis. Moi, je rêverais d'avoir vécu à ces époques-là. J'en sais rien. Pêcher en sèche en 1983, en Lozère, sur le Chapeau-Roux, à Champagnole, sur l'Ain, sur la Touvre, à Argentas, sur la Dordogne. Enfin, ça devait être une époque bénie, avec des gobages tous les jours. Voilà, des choses que je verrai plus jamais. C'est pas grave. Donc soyons honnêtes, comparé à 2020, il fallait donc très peu de stratégie à l'époque pour pêcher en sèche. Je caricature une fois de plus, je vais forcer le trait. Dans les années 80, on pêchait l'eau avec un plumeau, une mouche sèche un peu moyenne, en hameçon de 10-12, ça suffisait si la dérive était bonne. Et encore, même si vous pêchiez l'eau, les poissons montaient, il n'y avait peut-être même pas forcément besoin d'attendre les gobages. J'évoquerai même pas le peu de nympheurs précurseurs dans les années 80 qui se sont carrément gavés. J'ai pu parler avec quelques personnes qui étaient des précurseurs dans la pêche en nymphe, c'était clairement n'importe quoi. J'ai parlé avec des gens qui ont débuté la pêche en nymphe tout début des années 80 sur la rivière d'Ain. C'était scandaleux. Les poissons, ils couraient après les nymphes. Ils n'avaient jamais vu ça. Voilà. Mais ça concerne que très peu de personnes. Pour simplifier, dans les années 80, fallait surtout ramener du poisson à l'épuisette si on avait un peu de technique. Quand on rentrait de la pêche dans les années 80, surtout qu'on pouvait encore casser du poisson à l'époque, respectivement, il y avait beaucoup de poissons, on puait le mucus de truite et d'ombre. Je le sais, il y a assez d'anciens qui m'en ont parlé, ça épuisait du poisson. C'est pour ça que je vous ai pris l'image de la pointe de l'iceberg seulement visible qui dépasse, que vous pouvez voir en photo de fond d'écran de ce podcast. C'est pour vous montrer toutes les proportions du problème. Et je vous ai annoncé maintenant une phrase qui va mettre tout le monde d'accord. Vous allez voir. Puriste, nympheur, pêcheur en sèche. Écoutez-moi ça. Si je mets au mois d'août un pêcheur en sèche sur une rivière française, au hasard Dordogne, Sorgue, Ain, Albarine, Allier, avec une mouche sèche en hameçon numéro 10 sur une pointe en 18 centièmes, au mois d'août, je vous le rappelle, à l'étiage, au 15 août, une après-midi, on est d'accord qu'il va prendre très peu de poissons en sèche. Là, tout le monde est d'accord, c'est quand même un montage primitif, quoi. Bon, vous m'épargnez le coup du soir dans le noir à 22 heures quand on n'y voit plus rien, puis que les poissons mangent des sedges sur hameçon de 10. On va pas la jouer comme ça. En gros, une après-midi au mois d'août en France, en pêche en sèche, avec des grosses mouches, vous ne ferez rien en 2020, on est d'accord. Donc, vous venez de vous avouer à vous-même qu'il s'est passé deux grands changements durant ces 40 dernières années. Changement numéro un, diminution radicale des éclosions d'insectes. Pour simplifier, il n'y a plus de gobage. Pourquoi? Parce que les poissons ont eu un changement de comportement alimentaire, ils se sont mis à chercher sous l'eau ce qu'ils ne trouvaient plus sur l'eau. Changement numéro 2, réduction du stock de poissons accompagné d'une pression de pêche supérieure. Là, pendant 40 ans, on a été au top.
les pollutions et le prélèvement ont réduit les stocks de poissons, puis on leur a doublement pressurisé la gueule. Alors ça a fait vraiment du mal à nos rivières. Et donc en parallèle, les poissons se sont éduqués. On a donc dû mettre au point des stratégies de pêche plus fines. Alors on ne peut pas entrer ici dans le débat sur la baisse des quantités de poissons dans nos rivières, malgré qu'il en reste quand même beaucoup, mais c'est plus autant qu'avant, parce qu'il y a de nombreux facteurs qui sont en cause. Pour en citer quelques-uns, prélèvement, pollution, cormorans, réchauffement climatique, barrage. Euh, L'idée de ce podcast, c'est pas du tout de trouver des coupables, c'est pas du tout mon travail, moi je parle de technique. Et puis tout ça, c'est un problème multifactoriel qui mérite des études précises et surtout honnêtes de tous les acteurs qu'on paye avec nos cartes de pêche. Voilà, revenons sur le point technique. Donc au fil de ces 40 dernières années, les pêcheurs ont dû mettre au point des stratégies de plus en plus élaborées pour capturer un poisson. Sur la pêche en nymphe, je peux vous faire un petit historique comme ça, vite fait, au lance-pierre, disons, fin des années 70, apparition des espèces de pêche en noyer sous l'eau, voilà. Dans les années 80, apparition des nymphes en plomb simplement pour pêcher sous l'eau avec des méthodes un peu primitives. Années 90, explosion du tungstène, donc diminution de la taille des nymphes, donc des nymphes plus petites et plus lourdes pour prendre plus de poissons. Année 2000, sûrement les nylons bicolores et différents indicateurs qui sont apparus pour pêcher en nymphes. Et puis voilà, après les années 2010, les techniques se sont affinées comme jamais, avec des pêches à l'espagnol ou au grand fil comme je le pratique, pour faire des dérives de plus en plus précises. Et puis les 5 dernières années, on est quand même sur un plateau de la pêche en nymphe, avec juste l'utilisation de nylons plus fins, et puis des gens qui connaissent leur gamme de nymphes sur des poids parfois très infimes pour les compétiteurs, mais voilà, des 2020, des pêcheurs en nymphes qui s'éduquent et qui commencent à comprendre qu'ils doivent vraiment connaître leur poids des nymphes, comment elles coulent dans l'eau. Mais bon, pour résumer, en 2020, on passe clairement plus de temps à élaborer des théories pour prendre un poisson que de mettre du poisson dans les puisettes. Hein. Ça relève parfois de la torture mentale, franchement, quand vous expliquez à des gens qui pêchent pas en nymphe, enfin, à la mouche en 2020, ce que vous faites, ils vont vous dire: ah bon, mais tu fais tout ça pour prendre 5 poissons par sortie de pêche et puis les remettre à l'eau, quoi. C'est vrai que ça, c'est de la poésie. On se comprend entre moucheurs, mais pour les non-initiés, on paraît un peu pour des hurluberlus, quoi. Donc c'est pour ça que de plus en plus de personnes se mettent à la pêche en nymphe, parce qu'ils se rendent compte que la simple stratégie de la pêche en sèche, ça suffit plus. Alors, il y a encore 10 ans, il y avait quelques mecs qui pêchotaient en sèche, voilà, qui grommelaient dans leur barbe, ça marche plus, machin. Puis là, en 2020, je veux dire, tout le monde passe à la pêche en nymphe, ça c'est établi, quoi. Alors cet acte de stratégie, moi, c'est ce qui me fait personnellement vibrer dans la pêche en nymphe, parce qu'en fait, on peut en faire une prophétie autoréalisatrice si on arrive à lire la mécanique des courants. C'est-à-dire qu'un bon nympheur au bord d'une rivière, il va tellement arriver à lire les indices proposés par la mécanique des courants. Il y aura telle profondeur, voilà, il va falloir tel type de poids dans ma gamme de nymphes parce que je sais qu'elle dérive à ce niveau. L'eau est d'une telle clarté, il va falloir telle méthode de pêche, soit c'est rapide, je vais en infophile, soit c'est un peu plus lent, je vais pêcher au pompon. Que en fait, à force d'analyser les conditions de la rivière devant lui, il va faire un acte de stratégie tellement détaillé qu'il va vite arriver à l'acte de capture. Mais rappelez-vous aussi que la pêche en nymphe, c'est un jeu de poker avec la rivière et non pas un jeu d'échecs. Vous ne pouvez pas prendre 20 coups d'avance chez vous en notant vos poids de nymphe sur un carnet, en regardant je sais pas quoi sur Google Maps. Non, si la rivière elle est en crue ou qu'elle est à l'étiage, quand vous arrivez ou qu'il y a un barrage qui a lâché ou qu'il y a un orage, tout change. C'est à vous de faire en face avec les conditions de la rivière. D'ailleurs, je vous conseille ma vidéo qui s'appelle Le jeu de la pêche en nymphe, qui parle bien de ce sujet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus ici. Donc vous ne pouvez pas prendre 3 coups d'avance sur la rivière.
mais il faut cependant établir des stratégies en fonction des conditions données. Le contexte est toujours supérieur. Vous devez connaître vos méthodes sur le bout des doigts, mais le contexte est supérieur. Voilà. Je sais, ça semble vraiment paradoxal. On aurait tous envie d'être des encyclopédies de la pêche à la mouche et que ça vienne comme à la parade quand on est au bord de l'eau, mais la nature vous le fait toujours à l'envers. Voilà, par exemple, là au moment où je vous parle, je sais qu'il y a un vent d'est très fort avec beaucoup de lumière. Au mois d'avril, c'est extrêmement mauvais pour la pêche des truites. Ça sert à rien. Depuis des millénaires, les truites détestent ce vent d'est qui est à la fois froid et sec, qui n'apporte rien dans une rivière. Et les truites fario détestent la lumière. Donc c'est des conditions de pêche de merde. Ça, théoriquement, je le sais. Après, je peux aller au bord de l'eau. Ça se trouve, il y a des poissons dehors, mais il y a très peu de chance. Alors, l'exemple typique pour illustrer ce, ce dont je vous parle, c'est des clients qui me disent qu'ils sont tout contents d'avoir noté le poids de leur nymphe dans un carnet et qu'ils attendent l'ouverture. Je pense que ça, c'est justement la plus mauvaise approche. Et moi, je leur dis, c'est beaucoup plus intéressant d'aller tester vos nymphes, comment elles coulent dans une rivière en deuxième catégorie en décembre, ou mieux ou pire dans votre baignoire pour sentir leur poids au bout d'une canne, plutôt que de se gargariser au chaud chez soi, devant son petit matériel bien rangé, puis penser qu'il va falloir rien faire pour prendre du poisson, quoi. Si vous voulez évoluer dans la pêche en nymphe, les 3 poids de nymphe que je vous propose, il faut les sentir au bout de la canne. Le poids numérique en soi, on s'en fout, ça sert à rien de savoir si elle fait 0, machin. C'est le ressenti dans la canne. Voilà, vous aurez 3 poids que vous connaissez dans la canne et vous saurez donc comment elle coule dans les courants. C'est comme ça que vous allez prendre du poisson, pas en notant les poids dans un carnet. Je pense avoir fait le tour de la question pour ce qui concerne l'acte de stratégie. Donc pour finir sur le sujet, demandez-vous vraiment quelle stratégie vous allez mettre en place avec les nymphes que vous avez dans votre boîte. Mais gardez toujours en tête que vous devrez vous adapter au contexte imposé par les conditions au bord de l'eau. Encore un petit exemple, tarte à la crème. Voilà, vous avez prévu d'aller pêcher là au mois de mai, une rivière qui est en général assez claire. Vous avez une petite collection d'infévolution dans votre boîte. Ah mince, vous arrivez, il y a eu un orage, la rivière est teintée. C'est pas ce que vous aviez prévu. Elle est un tout petit peu teintée. Bah, comme je vous le propose, vous allez passer, au lieu d'utiliser des nymphes coloris cuivre, vous allez passer sur des nymphes coloris orange, qui devront être plus visibles pour s'adapter à ce contexte de cette rivière qui s'est teintée. Voilà, c'était un petit exemple pour vous comparer théorie et contexte, pour vous montrer que le contexte est toujours supérieur. Alors, je ne peux pas finir le podcast sans vous parler de l'acte de capture, ce moment tant attendu où vous allez ferrer et il y a une grosse truite au bout de la ligne et vous la ramenez à l'épuisette. Mais du coup, je vais quand même finir le premier podcast ici parce que je pense que je vous ai donné beaucoup de pistes de réflexion pour vous aider à prendre du poisson. Et puis, je ferai sûrement un podcast dédié à l'acte de capture où j'en reparlerai. Mais franchement, je vous ai déjà donné des tonnes de choses à assimiler, que vous pouvez aussi comparer avec d'autres pêcheurs à la mouche. Voilà, réfléchissez déjà à tout ça, et si vous prenez du recul, vous verrez, vous prendrez plus de poissons. Mais par pitié, restez logique. Ce que je trouve triste en 2020, c'est qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ont plus de sens critique, qui ne sont pas capables de penser logiquement par eux-mêmes. Alors moi, je sais, je fais souvent des excès d'honnêteté. Ça paraît tranchant et brutal ce que je vous dis. Il vous faut 3 poids de nymphe par modèle pour prendre du poisson partout. Mais bon, la réalité, c'est que moi j'en vis et j'ai des retours tous les jours de gens qui m'ont dit: ah ouais, j'ai vraiment mal approché la pêche en nymphe. Et effectivement, maintenant je connais mes poids de nymphe, comment elles coulent dans la rivière. Et j'arrive à prendre beaucoup plus de poissons. Moi, c'est mon seul but, c'est la seule chose qui me fait plaisir, c'est que ces mouches là que je suis en train de monter à mon atelier, elles prennent du poisson. Donc comme pour tous les podcasts Nymph Evolution, je vais finir l'épisode en vous annonçant le prochain sujet. Alors le podcast Nymph Evolution numéro 2 s'intitulera L'éducation minimum pour savoir pêcher en nymphe.
Et vous verrez que pour exceller dans la pêche en nymphe, bah, il ne faut pas avoir un bac plus 10, mais au contraire, il faut avoir fait l'école buissonnière et avoir passé beaucoup de temps à observer la rivière. C'est la fin de ce podcast. Je vous conseille fortement d'éteindre tous vos téléphones et vos ordinateurs. Voilà, mettez en veille toute cette technologie et rendez-vous au bord de l'eau pour mettre en application tout ce que vous avez appris et surtout y imposer votre sens critique. N'oubliez pas que la pêche à la mouche, ça vous offre une cure de désintoxication digitale. Donc foncez au bord de la rivière pour mettre la gamme Nymph Evolution en action de pêche. Et à bientôt pour un nouveau podcast.